Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle de ce soir et également à la rétrospective que nous avons initiée autour de Costa Gavras. Je dis bonsoir à vous, mais je dis aussi bonsoir à ceux que vous ne voyez pas, mais qui sont en train de me voir dans la salle du cinématographe. Puisque, comme vous le savez, les jauges étant limitées à 100 dans cette salle et à 50 au cinématographe, et que la demande était très forte, évidemment, nous avons mis sur pied une solution pour que ce que je dis soit vu et entendu par, et ce que surtout monsieur Costa Gavras va pouvoir dire, soit vu et entendu par 50 autres spectateurs qui sont en bas au cinématographe et que je salue. Et je précise tout de suite que lorsque nous parlerons du film à la fin de la projection, restez bien dans la salle après le générique parce que nous allons nous retrouver ici pour en parler, mais surtout, ceux d'en bas, vous n'aurez pas la possibilité de poser des questions. Par contre, vous, oui. Donc, n'oubliez pas, préparez vos questions si jamais, pour en poser quelques-unes. Voilà. Donc, je suis très honoré d'accueillir un cinéaste, un immense cinéaste, quelqu'un d'engagé, évidemment, aussi. Vous allez pouvoir le découvrir, d'ailleurs, dans quelques instants, qu'on voulait inviter depuis longtemps, et qui a un malheur, c'est qu'il n'a pas droit de rétrospective à la Cinémathèque française, parce qu'il en est le président. Et donc, par honnêteté intellectuelle, il refuse, mais par contre, il accepte de venir chez la cousine helvétique, où il est déjà venu d'ailleurs il y a quelques années, du temps de la direction d'Hervé Dumont, et que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, d'autant plus que Adults in a Room, que vous allez voir maintenant, est un film qui nous a beaucoup touchés, qu'on trouvait très important, et on voulait inviter Costa Gavras depuis longtemps à Lausanne, et c'était l'occasion rêvée de le faire venir pour parler de ce film et de toute son œuvre, et surtout un film que nous avons eu la chance de pouvoir acquérir pour le distribuer en Suisse. Et donc ce film que vous allez voir ce soir sortira là tout de suite au City Puy à Lausanne, au cinéma du Gritli à Genève, et ensuite dans toute la Suisse romande et les meilleures salles de Suisse. Mais tout de suite, on ne va pas plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Costa Gavras. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et merci. Et merci. Je suis particulièrement heureux de revenir à votre cinémathèque. Et j'étais un peu triste, pas triste, mais un peu jaloux, je dirais, parce que j'ai visité aujourd'hui votre immeuble où vous conservez tout. C'est formidable. Bon, c'est formidable. Nous n'avons pas ça en France. Enfin, nous avons tous nos archives dispersées un peu partout. Là, vous avez tout réuni à un lieu, avec des gens qui travaillent dans des conditions, je pense, très, très bonnes. Voilà, je voulais vous remercier comme ça en public, parce que c'est bon que votre gouvernement, le sache, que son argent est bien placé. Merci. Je précise aussi que cette soirée a lieu, en plus de ça, dans un cadre particulier, puisqu'il s'agit des événements liés à la Méditerranée et à l'hommage qui sera fait par la ville de Lausanne à la Grèce, dont je crois que c'est la première manifestation ce soir. Et je salue quand même la présence d'un de nos bailleurs de fonds, justement, la ville de Lausanne en l'occurrence, qui lui n'a aucune intervention sur Panta, mais enfin qui a par contre une grosse intervention sur nos salles et notamment le cinéma Capitole, comme vous le savez, qui est en travaux. Voilà, mais on aura l'occasion de vous réaccueillir au Capitole quand il sera terminé. Alors, écoutez, ce soir, vous allez voir un film qui est un peu particulier. Il est particulier pour plusieurs raisons. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre, c'est exactement ce qu'il a été dit, ce qui a été fait. C'est basé pas sur le livre de Varoufakis naturellement, mais c'est basé beaucoup plus sur les enregistrements de Varoufakis. Parce qu'il s'est aperçu pendant un moment que l'endroit où il travaillait, l'Eurogroupe, n'avait pas des archives. On n'archivait rien. On n'écrivait rien. Il n'avait pas des comptes rendus non plus, rien. Donc, très vite, il a commencé à enregistrer toutes les conversations parce qu'il voulait dire, d'abord aux journalistes, quand ils sortaient, il a été dit ceci et cela, j'ai répondu cela, et aussi à son gouvernement. Donc, il a tout enregistré. Et quand son livre m'intéressait beaucoup, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme autre document? Il m'a dit, voilà, tu peux écouter ça. Et j'ai passé des heures à écouter. C'est comme ça que j'ai pu faire le dialogue, que naturellement j'ai réduit, parce que les discours des hommes politiques sont très longs et parfois pas très intéressants, en tout cas pour un public et pour un film. Et j'ai réduit à l'essentiel, mais c'est les vrais mots. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça a été fait. L'autre chose que je vais vous dire aussi, c'est que ça a été fait. On a voulu prendre au début des acteurs internationaux. J'en ai contacté un ou deux que je connaissais, ils voulaient le faire, mais très vite, je me suis aperçu que c'était un peu faux. Et très vite, malgré les difficultés financières que ça représentait, j'ai décidé de faire cela avec des acteurs grecs pour jouer le grec, des acteurs espagnols, enfin un espagnol, un représentant qui est espagnol, il y a pardon, un belge, et chaque acteur qui représente un pays, il est venu de son pays. Ça a été important aussi pour moi, sauf le Norvégien qui n'a pas pu venir, mais je l'ai fait doubler par un Norvégien de Norvège, comme ça, avec le numérique. Voilà pour, de manière générale, le film. Alors après, je suis prêt à répondre à vos questions, si vous les souhaitez. Moi, j'en ai peut-être juste une, en fait, parce qu'on est d'accord que là, c'est quasiment votre premier film vraiment grec, d'une certaine façon, parce que finalement, le film qui racontait l'histoire de Grèce, vous n'avez pas tourné en Grèce. Oui, après, ça a été tourné en Grèce. Ça a été tourné en Grèce, un peu en France, un peu à Londres, parce qu'il y a une scène à Londres, et puis à Bruxelles aussi. On a été partout, à peu près, au vrai lieu. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une discussion après la projection. Et ben voilà, bonne projection, comme on dit. Oui. Merci à vous. Gavras. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Monsieur Costa Gavras. Merci. On ne le voit pas. On va allumer la salle alors. Merci beaucoup. Peut-être Ça serait bien d'allumer un peu la salle. Oui, mais malheureusement, c'est au maximum. Là, je crois qu'on ne peut pas tellement faire beaucoup plus, malheureusement. C'est un peu ça. Parce que... oui, c'est que comme on est filmé pour la salle d'en bas, il faut de la lumière. Vous savez ce que vous savez. Donc, de moins en moins. De moins en moins, c'est vrai. Mais même si c'est digital, c'est vrai que si on baisse après, on a un résultat un petit peu... donc, je salue ceux qui sont dans le cinématographe et qui nous suivent à distance par le cinématographe. Désolé des mesures sanitaires qui nous obligent de faire cela, mais ma foi, c'est comme ça. Merci encore d'être venu. Mais alors, première question, toute simple, parce qu'au fond, quand vous avez présenté le film, vous avez parlé tout de suite du livre de Yanis Varoufakis, de l'écoute que vous avez faite des fameuses discussions réelles enregistrées sur son téléphone, je crois, c'est ça. Mais avant ça, peut-être, qu'est-ce qui vous a poussé à retourner vers la Grèce, qui existait déjà tout au début de votre carrière, dans votre histoire de cinéma? D'abord, je ne parle pas de carrière. Hein. J'aime pas beaucoup le mot carrière. Dans votre œuvre, ça va? Oui, voilà. Oui, c'est mieux, le parcours et tout. Non, parce que depuis des années, il y avait une crise grecque, depuis presque le 2010, c'est-à-dire 5 ans avant, on commençait une crise qui s'approfondissait de plus en plus. Et on se demandait, je me demandais, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que j'essayais de trouver des thèmes pour en parler de cette crise. Il était question à un moment donné de suivre une famille pour voir comment vivait cette crise, mais tout ça a changé beaucoup. Et puis moi, je suis loin de la Grèce depuis maintenant plus de 50 ans, 60 ans presque. Donc je ne connaissais pas la famille, le quotidien de la famille suffisamment pour le faire. Et puis voilà. Et jusqu'au jour où j'ai entendu parler de Varoufakis, il a fait une interview dans un journal anglais formidable. Et comme je l'ai appelé, j'ai appelé, et je dis, je voudrais vous voir. Et je l'ai vu, je lui ai dit, ce que vous racontez là, il m'a dit, j'ai fait un livre en même temps. Alors je dis, je veux lire votre livre. Et il m'a envoyé ce livre au fur et à mesure qu'il écrivait. C'est-à-dire, il a fini son livre, et j'ai lu la dernière page en même temps que lui, il a fini. Et je lui dis, mais tout ça, c'est vrai, tout ça. Il m'a dit, je vais vous le faire écouter. Voilà, si vous voulez, vous écoutez tout ça, et voilà. C'est comme ça que cela s'est passé. Et j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de tirer, comme vous avez vu, le maximum. Et puis aussi, il fallait avoir une conclusion. Et vous avez vu la conclusion que j'ai faite. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tout d'un coup, on quitte le récit habituel du cinéma, on passe à un récit tout à fait qui n'a rien à voir avec l'histoire, apparemment. Mais pour moi, c'est une métaphore. C'est un peu le cœur grec antique qui, sans parler cette fois-ci, conclut et laisse le spectateur de décider. Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire.
plus, et naturellement, à la fin historique où le gouvernement grec a voté cette loi comme vous l'avez vu. Voilà. Voilà. Et la grande difficulté, naturellement, c'était de construire le scénario. Trouver une ligne, construire des scénarios, tout en restant fidèle aux événements et aux personnages. Plus que fidèle, être éthique, je dirais. Parce que la fidélité, c'est autre chose. La fidélité, c'est peut-être tout raconter, raconter plus. Mais être éthique, c'est-à-dire ne pas tricher. Ne pas faire ce qu'on fait au cinéma, dramatiser, hyper dramatiser, faire même des blagues, on fait parfois ça. Et il y avait des occasions, on pouvait le faire, mais ça ne serait pas dans la ligne éthique du thème même. Voilà. Mais justement, le choix je ne vais pas dire de l'adaptation du livre, mais le choix de raconter cette histoire est assez, au départ, on peut s'attendre à quelque chose à la fois de dramatique et en plus de ça, avec une difficulté qui est celle de parler de l'économie. Donc, une forme de tragédie sur l'économie, voilà, qui n'est pas fortement rassurant peut-être au tout départ. Et le résultat est quand même un film qui tourne aussi dans la comédie, y compris même dans la comédie musicale, dans même ses aspects chorégraphiques qu'il y a à la fin, et qui fait que vous arrivez à rendre, au fond, l'économie presque compréhensible, voire même totalement compréhensible pour à peu près tout le monde. Mais l'économie, au cinéma, c'est l'ennemi absolu. Parce que vous comprenez, quand on parle d'1 million, 10 millions, vous commencez à comprendre, vous comprenez encore, mais quand on va à 100 millions ou 1 milliard, là, c'est le flou absolu, enfin, l'incompréhension absolue. Donc, il fallait trouver d'autres moyens pour raconter une histoire économique. Voilà, c'était vraiment mon problème depuis le début de ne pas aligner des chiffres, ce qu'on ne fait pas d'ailleurs, je pense qu'on le fait une ou deux fois et puis c'est tout, oui. C'était la grande difficulté. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est le comportement des hommes. Le comportement des hommes et de peu de femmes. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et les hommes, quand ils sont entre eux, ils deviennent tous très machos, ils se comportent comme ils se comportent, comme vous l'avez vu. Malheureusement, j'aurais aimé avoir plus de femmes dans cette assemblée, mais il n'y en avait pas. Mais alors justement, comment vous avez trouvé le point au fond qui vous a permis d'adapter, de réaliser, de mettre en scène le film, enfin de le construire comme vous l'avez construit, justement avec cette dimension à la fois ironique, presque sarcastique, presque caricaturale. C'était déjà dans les dialogues ou c'est quand même aussi votre traitement qui a amené ça? C'est mon point de vue dans cette histoire-là. C'est vrai que... Je voulais savoir comment c'est arrivé, enfin, comment ça s'est construit. Parce que je considère qu'on parle des choses extrêmement sérieuses, avec une gravité et avec prendre des décisions sur nos vies terribles. Donc il est mieux de ne pas trop aller dans le drame, aller plus dans l'ironie et même dans le sarcasme, comme pour leur dire, écoutez, ce que vous faites c'est trop sérieux, faites-le mieux que ça, oui, voilà, c'était ça l'idée. Et j'aime bien introduire cette idée d'ironie ou de sarcasme, même quand tu les fois. Ça me paraît très important et je crois j'espère qu'on doit les trouver souvent dans mes films. Je pense que c'est une question que les gens vont vous poser naturellement, mais je vous la pose déjà. Comment le film a été reçu en Grèce, puisqu'il y a été distribué, et comment il a été reçu par les habitants du pays que vous racontez? Les Berlinois. Non, ceux-là pas. Non, le film était à Venise, précisons tout de suite, au niveau des festivals, pas à Berlin. Non, le film a été joué en Grèce dans une salle qui était beaucoup plus grande que celle-ci, avec beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça a été bien accueilli, mais après, il y a beaucoup de gens qui étaient contre, peu de gens pour. Et ce qui s'est passé, c'est que, en discutant avec certains d'entre eux, j'ai fini par comprendre que chacun avait le film dans sa tête. Il avait son film, parce qu'ils ont vécu ces 5 années, 4 années, ils ont vécu le jour au jour l'histoire. Donc ils avaient construit dans leur tête le film, et le film de mien qu'ils ont vu, mon film, ils ne le comprenaient pas. Ils trouvaient que c'était un peu trop réduit, un peu trop tout ce qu'on veut, ne disaient pas ce que pensaient eux, etc. D'ailleurs, avant la projection, je les avais prévenus. J'ai dit, vous avez votre film, votre tête, mais il faut voir le mien maintenant, et après, vous pensez ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, c'est le sort des films, et il est vrai aussi que comme film, pour les gens comme vous qui allez souvent au cinéma, c'est pas un film, c'est un film particulier, c'est un film à part. Par le contenu même, par le nombre d'acteurs, par le nombre de personnages,
et par la fin aussi, parce que la fin dans un film, c'est essentiel. Alors, il y a beaucoup de personnes, probablement beaucoup d'entre vous, n'ont pas compris comment on bascule comme ça d'une sorte de réalisme à une sorte de... Vous avez parlé de comédie musicale. Non, pour moi, je le répète, c'est le chœur antique grec qui conclut, qui est là pendant pendant toute l'œuvre et qu'à la fin conclut. Voilà. Pour revenir juste un tout petit peu plus à votre œuvre, après on reviendra probablement au film avec les questions du public, mais j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, et c'est intéressant parce que vous avez évoqué l'idée que, au départ, peut-être pour parler de la situation en Grèce, vous parliez de raconter éventuellement le destin d'une famille. Et en effet, ce qui est assez frappant dans l'ensemble de votre œuvre, je précise bien, et pas carrière, de votre œuvre, beaucoup de fois, beaucoup de films mêlent à la fois la grande histoire, ou la question de la mémoire de l'histoire, avec des destins finalement très individuels, et au fond un travail sur l'intime. Énormément de vos films travaillent sur cette dualité. Un film relativement récent que moi j'aime énormément, adapté de Donald Wesley, qui est Le Coup près. Vous parlez de la question du chômage, de la question du drame d'un individu, mais finalement en racontant l'histoire d'un homme confronté aux autres et confrontant, etc. Et pourtant, vous parlez d'une situation et d'un drame entre guillemets, social, extrêmement important. C'est quelque chose qui vous intéresse, c'est finalement d'être toujours proche de l'homme, de l'individu. Ce qui compte, c'est l'homme. Hein. La femme, bien sûr, l'homme dans le sens homme-femme. Au sens humain. Évidemment, c'est ça qui compte. Et dans cette histoire-là, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a un homme, il y a aussi... c'est Varoufakis, son comportement, sa lutte, ses parties positives, ses parties négatives, etc. C'est ça qui m'intéresse. Parce que le cinéma, d'une manière générale, ne peut se construire qu'autour d'un homme ou de plusieurs hommes. Voilà. Mais pas trop nombreux non plus, parce qu'après, on ne les reconnaît plus, on ne peut plus les suivre. Bon, là, vous en avez beaucoup. Il y en avait beaucoup, mais enfin, ils sont secondaires. Alors, vous avez évoqué le fait qu'en effet, vous avez utilisé des acteurs grecs pour les Grecs, des Espagnols pour les Espagnols. Et pour les Allemands, on retrouve un acteur avec lequel vous aviez déjà travaillé, qui est Ulrich Tukur, qui fait le rôle de Wolfgang Schäuble, enfin, le très méchant de l'histoire. Le très méchant de l'histoire. C'était parce que vous le connaissiez déjà, que vous aviez déjà apprécié son travail. Parce que bon, c'est un grand acteur allemand, c'est vrai. C'est un grand acteur allemand, et on avait fait déjà 2 films ensemble, plus un troisième où il a accepté de faire un petit rôle. On avait une relation très amicale. Je l'ai dit, c'est un personnage très difficile. Il connaît personnellement Schäuble. Une de ses grandes amies, c'est la sœur, la fille de Schäuble. Et il a lu le scénario, il m'a dit, je le fais, oui, ça m'amuse, voilà. Et vous savez ce que Schäuble lui en a dit par la suite, ou non? Est-ce que... Si, bon, je ne sais pas, le film est sorti en Allemagne, lui aime le film naturellement, mais je ne sais pas. Et il y a eu des réactions très positives, des très beaux articles. Et je pense que le ministre n'est pas aimé par tout le monde en Allemagne, parce qu'il y a une position très, très, très dure, très, très violente, très extrémiste, très à droite, disons-le. Mais je n'ai pas fait des sondages pour savoir, vous savez, j'ai présenté le film chaque fois, comme je l'ai fait ce soir-là. Il y avait des questions, des réponses. Il y avait des gens qui l'aimaient beaucoup, ce qui est normal. Voilà. Et des gens qui... On va peut-être passer à vos questions, mais je crois que Sagavas m'a tendu la perche. Alors, qui c'est qui a une question? Il doit y avoir des micros qui circulent, oui, qui sont là-haut. Est-ce que quelqu'un se lance? Courageux, s'il vous plaît. Montrer que les Lausannois sont... Question? Oh. Toutes les questions ont été répondues. Alors, tu vois. À mon avis pas, mais enfin, ils se gênent. Voilà, là-haut, vous voyez, ça commence. Après, généralement, voilà, ça, là-haut, madame. Merci de parler tous bien dans le micro, d'une part, pour que ceux d'en bas vous entendent, et puis aussi parce que sinon, on ne vous entendra pas très bien. Oui. Pour que tout le monde vous entende bien. Merci, allez-y. Bonjour, j'aimerais simplement savoir si vous avez travaillé pour le tournage avec des politiciens ou si vous vous êtes débrouillé tout seul avec donc Varoufakis. Si vous pouvez parler plus près au micro, s'il vous plaît. On m'entend là? Ah oui, pardon, je n'étais pas très proche. Oui, j'aimerais savoir si vous avez été aidé pour l'écriture du scénario par des politiciens ou des gens qui sont peut-être un petit peu à même de, je sais pas, d'écrire des scénarios qui sont très politiques et liés à l'économie.
Parce que je pense que c'est difficile, même si vous en avez déjà écrit beaucoup, avec des sujets assez complexes. Est-ce que c'était une tâche facile et est-ce que vous avez été aidé par des gens un peu du milieu? Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous dire, j'ai toujours travaillé avec... j'ai fait du scénario tout seul et puis parfois je travaillais avec des scénaristes. Jamais avec l'auteur du livre, les auteurs du livre que j'ai adapté parce que je pense qu'ils étaient trop près de leur œuvre pour pouvoir prendre de la distance qu'il faut prendre pour le cinéma. Parce que le cinéma, c'est quoi? On remplace les phrases, on remplace les mots par des images. Et on concentre. Alors pour celui-ci, j'ai voulu travailler avec mon scénariste habituel, Jean-Claude Grimbert, qui, quand il a lu des pages, il m'a dit c'est trop de chiffres là-dedans, je ne m'en sortirai jamais. Voilà. Et puis j'ai décidé de travailler tout seul. J'ai travaillé tout seul. J'ai autour de moi des personnes qui lisent, ma famille très bien, mon fils, deux ou trois autres amis. Et j'ai décidé de rester jusqu'au bout tout seul, oui, de ne pas travailler avec quelqu'un d'autre. Alors, demandez, si vous voulez, des conseils à des spécialistes ou de faire lire aux spécialistes, je me méfie beaucoup des spécialistes parce qu'ils ont une vision très juste, mais très spéciale aussi, n'est-ce pas, comme le nom le dit. Et le cinéma, il faut le comprendre. Il faut comprendre ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire essayer de faire cette métaphore difficile, remplacer les phrases par des images, les mots par des images. Et ça, ils ne comprennent pas toujours et ça devient vraiment... Ça vous met à une crise terrible. Le spécialisme est arrivé quand j'étais plus jeune de le faire. Et c'est vrai que j'ai abandonné complètement cette idée. Je pense que un film, c'est une œuvre d'une personne. C'est fait par plusieurs personnes. On me dit souvent, c'est quoi, vous faites des films européens, français... Non, le film, avant tout, pour moi, c'est un film d'une personne. Après, il est national parce qu'il sort d'un pays qui a financé, qui a donné toutes les possibilités pour faire le film. Et après, il devient le film de tout le monde. Ça dépend. Voilà. Mais essentiellement, c'est l'œuvre d'une personne. Je le vois comme ça. C'est pour ça que je préfère rester avec moi-même. Quand je me trompe, je me trompe. Quand ça réussit, je me réussis. Voilà. Merci. Autre question? Ben voilà, maintenant ça commence. Attendez, là-bas, madame... Ici, ouais, c'est égal. Enfin bon, ben, voilà. Ben, madame d'abord et ensuite monsieur. On vous oublie pas. Ça, messieurs, je crois. Enfin, désolé, mais si je me trompe avec les masques, hein, c'est difficile. Madame. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si le livre se finissait avec, enfin là où vous avez fini votre film, donc avec la signature finalement de ces fameux MOU, et si oui, est-ce que vous n'avez pas été tenté d'aller un petit peu plus loin? Non, elle demande si en fait le livre se terminait aussi avec la signature du MOU et que si... Non, pas du tout. Non. Et que justement si vous n'aviez pas eu envie d'aller plus loin. Non, non, pas du tout. Ça se terminait avec une proposition de Varoufakis pour le futur. D'ailleurs, il a poursuivi, puisqu'il s'est présenté avec un groupe, et il est maintenant parlementaire. Il a un groupe de 9-10 personnes au Parlement grec, oui. Oui, oui. Non, non, moi je voulais finir, et la grande difficulté, précisément, vous avez raison, c'était finir. Comment finir le film? Voilà. Il fallait naturellement faire la fin historique complètement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'acceptation du MOU, l'acceptation par le Parlement, tout le monde a voté, tout le monde a donné raison à cet homme de gauche qu'ils détestaient tous, par ailleurs, que la droite détestait, ils ont voté pour, etc. Et que finalement, c'est lui qui perd dans cette histoire, c'est le peuple grec, parce que, il faut parler un peu, si vous voulez, de lui, parce que la dette est toujours là, 300 milliards, et vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes grecs qui sont partis. On parle de 300 à 400 000 jeunes grecs. C'est un pays de 10 millions d'habitants. Ont quitté le pays pendant cette période-là, et ils ont trouvé du travail un peu partout en Europe, parce que c'était des spécialistes, des gens qui avaient des diplômes, qui étaient au chômage. Ils sont arrivés en France, en Belgique, en Allemagne. Ils ont automatiquement trouvé du travail. Et ils ont appauvri terriblement le pays, parce qu'ils ont été éduqués pour servir leur pays. Ben, ils sont partis. En plus, le chômage était colossal. Ils sont arrivés à 28%, je crois, le chômage. Il est toujours très élevé. La dette continue à être au même niveau.
augmenter un tout petit peu parce qu'ils payent les agios, donc ils ne peuvent pas s'en sortir. Voilà. Et puis, les magasins, on a montré quelques-uns, mais il y a des centaines et des centaines de magasins à travers le pays qui ont fermé pendant c'était une catastrophe nationale, vous savez. Alors on a dit partout qu'il faut quand même une dizaine d'années pour que les Grecs sortent du problème. Les gens sérieux disent non, il en faut beaucoup plus, il en faut au moins 20 ans. En plus, maintenant, avec le Covid et les difficultés de touristes d'aller en Grèce, c'est encore plus difficile. Il y a une question là, monsieur. Ouais, je vais relever la main comme ça, on vous donne le micro. Voilà, merci, c'est gentil. Bonsoir. Bonsoir. Bravo tout d'abord pour ce film et merci pour votre présence ici ce soir. J'ai une question d'ordre plus général sur le travail avec les acteurs. Pour ce film-là, comme je vais aller voir et revoir une partie de vos films, ou une grande partie de vos films grâce à la rétrospective de la Cinémathèque, voilà, ça m'intéressait de savoir comment vous travaillez avec les acteurs, comment vous avez travaillé sur ce film-là. Est-ce qu'il y a une constante dans tout votre travail, surtout avec les immenses interprètes avec lesquels vous avez travaillé? Est-ce que ça change de film en film? Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'il y a des constantes? Voilà. Il y a des constantes, naturellement. Vous savez, j'ai entendu dire, depuis que j'ai commencé à étudier le cinéma à l'école de cinéma à Paris, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, que les principaux collaborateurs du metteur en scène sont le chef opérateur, naturellement les scénaristes, et le chef opérateur, les producteurs, etc. etc. Et j'ai compris très vite, en tant que spectateur, que le collaborateur le plus important, c'était l'acteur. C'est pour ça que c'est lui qui vous transporte. Quelle que soit l'esthétique des films, quelle que soit la photo, si vous avez des mauvais acteurs, l'histoire ne passe pas. Et le contraire aussi peut se produire. Voilà. Donc j'ai été beaucoup dans les cours d'acteurs, j'ai vu comment on utilise cet extraordinaire matériel humain qu'est l'acteur dans un film, et quelles relations peut avoir le metteur en scène avec l'acteur. J'ai travaillé avec des metteurs en scène importants, je travaillais avec des metteurs en scène qui savaient parler aux acteurs, comme Jacques Demy par exemple, ou René Clément. Et j'ai travaillé avec des metteurs en scène comme assistant, comme premier assistant, où alors l'acteur c'était fais ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu veux, c'est pas possible. Parce qu'il y a un personnage, et c'est lui qui connaît le mieux le personnage, c'est pas l'acteur, c'est le metteur en scène, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui veut faire le film. Et la collaboration du metteur en scène avec l'acteur, c'est essentiel. J'ai vu des metteurs en scène qui travaillaient sur l'autorité. Comme ça, coupé, ils disent refais-le, c'est pas bon. C'est pas possible non plus. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration directe qui commence à partir du moment où on donne le scénario à un acteur. Il dit voilà, ce rôle pour toi. Il le lit et on a une longue discussion avec lui pour voir comment il le voit, le personnage. Parce que chacun fait son film, n'est-ce pas? À commencer par le chef Machino, il voit son film. Donc l'acteur voit son film et il faut peu à peu trouver un moyen pour lui expliquer, pour trouver un accord commun, presque, je dirais, avec l'autorité du metteur en scène, qui doit être la décision, qui doit prendre la décision finale, mais discuter avec l'acteur pour établir une relation. Et si la relation ne s'établit pas à cette période-là, il ne faut pas travailler avec lui, parce que, surtout si elle est une star, parce qu'après, c'est les batailles pendant le tournage, etc. Voilà, c'est une collaboration, je dirais, permanente. Et une relation intime à créer. Parce que c'est pendant 10 semaines, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines qu'on fait un film, surtout avec les acteurs principaux, on a une relation complètement intime, très proche. On le parle dans les oreilles, il vient vous parler dans... Donc cette relation-là, et puis en même temps, pour le metteur en scène, c'est une histoire d'amour, parce qu'il faut les amener à faire ce que le metteur en scène voit, avec le raccord bien sûr, jusqu'à un certain point. Mais l'autorité finale, et ils le savent toujours, je suis très précis, la décision finale, c'est l'acteur. Je vous donne un petit exemple. Avec mon temps, avec qui on a beaucoup travaillé, on s'est disputé parfois, et il me disait, voilà, tu le fais à ta manière, et je le fais à ma manière. Je dis, on le fait comme ça. Et après, il le faisait, il me disait, mais au montage, tu prendras la tienne. Et c'est vrai, je prenais la mienne.
Mais juste pour prolonger la question de monsieur, dans le cas de Adults in the Room, la difficulté, elle est quand même que vous avez toujours justement un grand groupe d'adultes dans la chambre, dans la pièce. Donc cette intimité, elle est quand même, j'imagine, plus difficile à rejoindre avec l'ensemble que vous filmez en même temps. Non, mais là, il faut passer un long moment avec les acteurs pour leur expliquer, pour créer une sorte d'intimité avec eux. Il ne faut pas les laisser comme ça faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils font ce qu'ils font d'habitude. Donc, ils font la même chose dans tous les films. Voilà. Donc, il faut prendre le temps. Et ça prend du temps, et ça prend un effort permanent. Quand on fait un film, c'est un travail... pas de 8 heures, mais c'est un travail de 20 heures. Mais par exemple, justement, dans celui-là, est-ce que vous avez travaillé en amont? C'est-à-dire que vous avez travaillé, répété le scénario à table, enfin, je veux dire, vous avez fait des lectures, un travail préalable avant le tournage? Absolument. Ah oui, absolument. Avant le tournage, il y a un long travail, un énorme travail que vous ne verrez jamais. Vous n'avez pas besoin de le voir, d'ailleurs, parce qu'on prépare. Bon, on fait le casting, qu'on appelle. Et puis, faut chercher les endroits où on va tourner. Et les définir, les préciser. Et puis, il faut aussi voir comment on fait chaque scène. Il faut imaginer tout cela, parce qu'on ne peut pas arriver à un endroit un matin et dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez, les journées d'un tournage sont extrêmement chères et on ne peut pas faire de dépassements. On a aussi cette épée de Damoclès sur la tête en permanence, avec le producteur ou la productrice. Cette fois-ci, j'avais comme productrice ma femme, c'était un peu plus facile et encore plus difficile d'ailleurs. Bon. J'aimerais profiter, puisque vous la citez, de la saluer quand même, Michel Regavas, qui est parmi nous et qui on peut saluer parce que c'est à elle qu'on doit aussi beaucoup justement de la création. Merci Michel. Autre question ici, madame, ici devant. Oui, c'est bon, ça va arriver, vous inquiétez pas. Micro arrive. Est-ce que le fait d'avoir utilisé ces enregistrements que Varoufakis avait fait, j'imagine, à l'insu des autres interlocuteurs, a pu être... Attendez, enlevez peut-être votre masque parce que c'est vrai qu'on... Désolé, mais... Pardon. Est-ce que le fait d'avoir utilisé les enregistrements que Varoufakis avait fait, j'imagine, à l'insu des autres interlocuteurs politiques lors de ces sessions, notamment à Bruxelles et les autres politiciens européens. Est-ce que ça aurait pu causer des problèmes ou ça vous a... Enfin, est-ce que c'était quelque chose à quoi vous aviez pensé? C'est ce qui s'est passé avec Varoufakis. Le livre est sorti. Il est sorti en anglais d'abord, et puis en grec, et puis en français, et puis en allemand, et partout. Personne n'a poursuivi le livre en disant... Ils étaient nommés dans le livre. Toutes les personnes étaient nommées, ils ne sont pas dans le livre, dans le film. Personne n'a fait un procès à dire ça c'est faux, personne n'a fait une déclaration. Il y a des journalistes qui ont parcouru d'ailleurs les différentes, enfin, qui ont rencontré les différentes personnes, personne, rien. Donc, plus comme je disais tout à l'heure, les enregistrements qui sont à l'internet. Si vous cherchez Varoufakis, vous pouvez les trouver certains des enregistrements. Donc personne n'a démenti. Mais on est d'accord qu'il a enregistré à l'insu des autres. À l'insu, bien sûr. Bien sûr. À l'insu, alors évidemment, là, il y a la grande bataille. La grande bataille, est-ce qu'on peut faire ça, on peut faire cela, etc. Et beaucoup de personnes citent, vous savez, ces conseillers du président Sarkozy, qui était à côté de lui, je ne sais pas, vous êtes au courant peut-être de ça, non? Qui a enregistré tout, ces conseillers avant. Mais ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose parce qu'il avait face à lui des gens qui étaient comment dirais-je, contre lui, et qui ne pouvaient pas non plus, qui n'avaient pas non plus des comptes rendus de ces réunions, parce que dans toutes les réunions de ce type, vous devez l'avoir à la Cinémathèque, à la fin, il y a un compte rendu de la réunion. Verbal, oui. Il a dit ceci, il a pensé ceci, il a fait cela. Il n'y avait pas ça non plus. Donc, comme j'essayais de vous le dire avant, il arrivait à son gouvernement, à son Premier ministre, et il disait, voilà ce que j'ai dit, j'ai la preuve. Voilà ce qu'on m'a dit, voilà, il n'avait pas ça. C'est essentiellement pour cela qu'il a fait, et je pense qu'il avait raison de le faire. C'était l'adversaire, ça n'était pas l'ami qu'il enregistrait. Autre question? Je sais pas. Oui, encore une? Non?
Moi, j'avais juste... on va arrêter. Moi, j'ai juste encore 2 petites questions. La première, c'est que je crois avoir lu quelque part que vous vous méfiez du documentaire. Du documentaire. Oui. Parce que, justement, par rapport à l'idée éventuellement de faire quelque chose sur la Grèce au départ, et finalement vous y avez renoncé en disant, finalement, je me méfie du documentaire. Et par rapport à ce que vous avez dit, justement, de votre usage de la fiction cinématographique qui résume, qui rassemble, qui met les choses dans les images, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, au fond, vous vous méfiez du documentaire? Vous avez dit que je n'aime pas au contraire, j'aime le documentaire. Non, j'ai pas dit que vous n'aimiez pas. Oui. Que vous avez choisi de ne pas l'utiliser pour raconter la Grèce d'aujourd'hui. Dans cette histoire-là, il a été impossible de faire un documentaire, on n'avait aucun élément. Et je sais aussi que le documentaire, c'est le plus difficile au monde. Parce que quand et vous le savez très bien, nous le savons au Cinémathèque, les metteurs en scène qui font des bons documentaires, on peut les compter au doigt de main. Enfin, ils ne sont pas tellement nombreux. Et c'est extrêmement difficile. En plus, je n'avais pas les éléments. Dans aucun des films que je fais, que ce soit l'aveugle, que ce soit les gars, il n'avait pas suffisamment d'éléments. Alors on pourrait faire des discours, comme on fait souvent d'ailleurs au documentaire, et puis des interviews, des gens qui vous racontent tout cela. Et comme vous l'avez dit, c'est que la fiction permet de prendre la distance. Permet d'utiliser la métaphore et prendre la distance et donner aussi son opinion. Le documentaire, on ne donne pas tellement son opinion. C'est l'opinion de ceux qui sont filmés qui compte, pas la vôtre. Voilà. C'est tous ces éléments-là, en fond, que je préfère la fiction. En plus, je suis né avec la fiction, donc... À la Cinémathèque française, notamment. Absolument. C'est ma première fiction essentielle, c'est là où je l'avais vue. Et alors, la deuxième, tout à fait dernière question, mais c'est quand même une question importante par rapport à votre œuvre et à votre travail de cinéaste, c'est l'engagement. Parce que quand même qu'on parcourt toute votre filmographie, qui a été évoquée tout à l'heure, votre filmographie est jalonnée d'un engagement politique, social extrêmement fort. Parfois même contradictoire, selon les sujets que vous avez abordés, mais il y a quand même un engagement extrêmement puissant. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Mais c'est mon engagement me poursuit. D'ailleurs, il est aussi sur votre affiche. Oui, je vous metteur en scène engagé. Mais nous sommes tous engagés d'une certaine manière. Quand on ne fait rien du tout, face à des situations, on est engagé. Et pour moi, la politique, je le répète très souvent, la politique, c'est pas pour qui on vote. À chaque votation, vous votez souvent, et c'est très, très, très bien. C'est que nous ne faisons pas ailleurs, et c'est dommage. Donc, la politique, c'est notre comportement dans la vie, tous les jours. Il y a un engagement permanent. Comment on se comporte avec les autres? Parce que chacun d'entre nous a un pouvoir sur nos enfants, sur notre femme, sur ceci, sur cela. Et puis au-dessus de nous, il y a d'autres pouvoirs jusqu'au plus haut niveau. Et l'utilisation de ce pouvoir fait que nous sommes heureux, nous sommes malheureux. Voilà. Et ça dépend comment chacun utilise son pouvoir. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Beaucoup plus que... Bon, c'est vrai que je vote tous les 5 ans, je choisis, j'écoute tous les discours, et puis je vote. La dernière fois, on a écouté tous les discours en France, et bien j'ai voté pour M. Macron, parce que tous les autres n'étaient pas bien. Voilà. En tout cas, les 2 derniers. Et ça arrivera aussi l'année prochaine. On va voir qui... Je veux dire que l'engagement, c'est un engagement dans la vie, c'est vis-à-vis des autres. À commencer par sa femme, à commencer par ses enfants, etc., ses amis. Et aussi l'engagement de venir ici et discuter avec vous, c'est aussi un engagement. Mais... Donc voilà, je crois que c'est le mot de la fin. Merci Costa Gavras, un immense merci de nous avoir rejoints. On vous y a un grand applaudissement. Merci Michel Rey-Gavras aussi. Et merci pour votre accueil. Voilà. Mais c'est un plaisir. Et à suivre, donc je vous rappelle toute la rétrospective encore en cours. Le film qui sort au City Puy et au Cinéma du Grutli à Genève, dites-le à tous vos amis. Si vous avez aimé le film, si vous l'avez détesté, eh bien dites-le à vos ennemis. Comme ça, c'est généralement comme ça. La partie publicitaire, ça, n'est-ce pas? Oui, je fais toujours ça. Donc n'hésitez pas, dites-le. Et puis après il y a la partie technique. C'est comme maintenant, à cause du Covid, je vais faire comme l'hôtesse de l'air, sortie par les sorties de secours. La sortie de secours qui se trouve ici à votre droite, et pour ceux qui sont en bas au cinématographe, si je ne me trompe, à votre gauche. Voilà, oui, c'est ça. Donc vous m'avez compris. Mais ici, c'est à droite. Voilà. Et encore merci à ceux qui ont eu la patience de rester en bas au cinématographe. Et à la prochaine fois. Merci à tous et merci encore une fois, Costa Gavras.